Bonjour et bienvenue sur Marjo Coton. Aujourd'hui, j'accueille Solène Hector. Bonjour. Donc, j'avais souhaité réaliser une vidéo de toi, puisque dans ma vidéo sur les insomnies, je proposais une séance d'hypnose. Donc, c'est avec ta participation. Mais avant cela, j'avais envie qu'on aborde un petit peu ton parcours. Donc, si tu le veux bien, je vais te poser quelques questions pour que tu puisses, pour qu'on puisse en savoir un petit peu plus sur toi. Allons-y. Donc, je voulais savoir dans un premier temps, quel est ton intitulé, quel est ton métier. Si je tape sur Google, si je veux te trouver sur Google, qu'est-ce que je peux taper dans la barre de recherche pour te trouver ? Alors, mon intitulé principal est celui d'hypnothérapeute et c'est celui pour lequel je suis le plus consultée. Je me considère plus comme une thérapeute globale parce que j'ai plusieurs outils thérapeutiques. Mais c'est vrai que, je dirais plutôt hypnothérapeute, mais je suis également praticienne en PNL, programmation neurolinguistique, et aussi énergéticienne. Pour ne pas dire magnétiseuse, puisque je me considère plus travaillant l'énergie que faisant appel à mon magnétisme pur. Voilà. D'accord, c'est bien puisque tu as répondu à toutes mes questions en une seule fois. Et du coup, si je tape par exemple praticienne PNL, je peux tomber sur toi ou c'est vraiment hypnothérapeute Alors, si tu es inscrit en tant que société, c'est vraiment ça ton intitulé. Alors, ma société s'appelle Graines de Pensée, c'est-à-dire que j'ai voulu vraiment donner un nom particulier. Et bon, je suis la seule à y travailler, bien sûr, mais ma société en tant que telle s'appelle Graines de Pensée. Et elle est rattachée aussi à la région dans laquelle j'exerce. Donc voilà, je suis du côté d'Annecy. Donc j'allais te poser la question. Du coup, tu es sur Annecy et donc je voulais un petit peu qu'on aborde peut-être ton passé. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as été amenée à te retrouver dans ce chemin de thérapeute ? Et du coup, je voulais savoir si déjà quand tu étais enfant, tu avais peut-être une religion ou des croyances, ou une certaine connexion, je sais pas, clairvoyance, clairaudience, des choses comme ça. Oui, alors je n'en ai pas le souvenir. Alors moi je ne suis pas baptisée, ma mère avait fait le choix justement de nous laisser la liberté de choisir notre religion, donc je n'ai pas été éduquée dans une religion particulière ni associée particulièrement à la spiritualité. Et je n'ai pas le souvenir non plus, étant enfant, d'avoir vécu une situation paranormale ou quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Non, vraiment dans mon enfance, ça n'a pas du tout été... je pense que ma simple imagination suffisait, mais je n'ai pas de souvenir particulier. Et c'est vrai qu'enfant, on a quand même normalement une belle connexion dont on ne se rend pas compte. C'est assez naturel et à l'âge adulte, on oublie complètement qu'on était comme ça. Même au niveau de tes grands-mères, par exemple, il n'y a pas eu de transmission de dons de magnétisme ou pas de choses... Par exemple, je sais que ma grand-mère maternelle, moi, était sourcière. Donc ma mère m'a toujours dit peut-être que toi aussi, comme tu sens des énergies dans tes mains, ça se trouve, t'es sourcière, comme si ça se... Trouver la source. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je me disais peut-être que toi... Alors c'est vrai qu'il a fallu que je fasse du magnétisme à ma grand-mère pour qu'elle me révèle que sa grand-mère coupait le feu. Ah, voilà, mais c'est la seule information au niveau de ma famille et de mes ancêtres que j'ai concernant le magnétisme particulier. Mais voilà, c'est tout. Et voilà, c'est arrivé très récemment, il y a peut-être 3-4 ans, où j'ai su que mon arrière-grand-mère coupait le feu. Mon arrière-arrière-grand-mère, ouais. D'accord. Donc... D'accord, donc à partir de là, je voulais que tu nous racontes un petit peu qu'est-ce que tu fais comme métier à la base. Par quoi as-tu commencé et, qu'est-ce qui a fait sur ton chemin que tu t'es redirigé vers déjà le métier d'hypnothérapeute et puis après que on viendra un peu plus en détail sur ce don de magnétisme.
Alors mon premier métier est celui d'assistante de direction finalement parce que bon, moi j'étais pas très intéressée par les études et je ne m'y suis jamais vraiment justement plongée. Il n'y a pas un domaine particulier qui m'intéressait et bon, je vais pas dire que j'ai été mal orientée, mais moi-même je ne voyais pas l'intérêt de faire une longue carrière. Donc voilà, je me suis un peu laissée porter par la vague. Je te coupe, est-ce que tu avais cet esprit un petit peu de rébellion face à l'éducation qui peut exister par exemple en France très, comment dire, très basse, très scolaire, très autoritaire, très où il faut écouter, est-ce que tu avais cet esprit un peu de rébellion à te dire non, moi c'est pas ce qu'il me faut ou... Déjà quand tu étais, je sais pas, au collège ou... Bah moi je sais que j'étais beaucoup plus dans l'affect déjà, il suffisait que je m'entende bien avec un professeur pour que j'ai des bonnes notes. Donc quand on est dans ce lien avec l'autre, finalement c'est ça qui me nourrissait autant que de la pédagogie finalement. Alors je ne sais pas si j'étais dans un système de rébellion. Effectivement, j'ai jamais été une élève très exemplaire et j'ai eu même un conseil de discipline et plusieurs avertissements et j'étais un petit peu rebelle. Après, de là à dire que le système était adapté, je pense qu'il n'est pas adapté à tous les enfants, ça c'est sûr. Mais effectivement, j'ai l'impression, moi, alors c'est peut-être une impression d'adolescent aussi, que on met plus en valeur ce qui ne va pas plutôt que de valoriser justement les domaines dans lesquels on peut être bon, les domaines qu'on peut très vite comprendre. Et voilà, c'est ce qui a fait que je me suis dirigée vers une voie générale. J'ai eu un bac général, puis après j'ai continué en BTS parce que aussi j'avais envie de gagner un petit peu d'argent, j'étais en alternance et j'ai fait une licence que je n'ai pas pu valider à cause d'un accident de voiture. Et donc c'est à cette occasion d'ailleurs que nous nous sommes rencontrés, c'est que nous nous sommes retrouvés dans la même école pour faire donc ce métier d'assistant de direction. Donc ça fait à peu près 10 ans qu'on se connaît. Et du coup, donc suite à ce chemin, et donc tu as eu ton diplôme et tu as commencé à travailler en tant qu'assistant de direction. Et est-ce que tu te sentais épanouie dans ce métier, à l'aise, tu avais l'impression que ça te correspondait et que tu allais faire carrière dans ce métier-là, ou déjà tu sentais que tu n'étais peut-être pas à ta place ou... En fait, je ne me posais pas la question. Simplement, je me suis posé la question récemment, quelle est vraiment ma place, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me nourrit. Et juste après mon BTS et ma licence que je n'ai pas pu valider, voilà, j'ai commencé à vouloir travailler, à prendre mon indépendance aussi financière. J'ai occupé des postes très intéressants sur Paris, dans des grosses sociétés du CAC 40, dans une banque d'affaires dans laquelle j'ai exercé mon dernier poste. Alors, de là à me dire que j'allais avoir une grande carrière, je ne sais pas, mais c'est vrai que le dernier poste que j'ai occupé, je pense qu'en tant qu'assistante de direction, je n'aurais pas pu aller au-delà, avoir des tâches plus intéressantes, parce que c'est quand même un métier qui est assez cloisonné, donc on peut pas vraiment, on n'a pas de liberté pour prendre des décisions, s'investir. Ça dépend dans quel secteur d'activité on travaille, mais comme j'ai travaillé dans des grosses entreprises, j'étais arrivée à un stade où justement je ne pouvais plus évoluer. C'est un petit peu J'ai ressenti également ça, puisque moi aussi j'ai été assistante, et c'est vrai que c'est plutôt un métier d'accompagnement où justement on assiste un PDG ou un chef, etc. Donc on est plutôt en exécutant plutôt qu'en prise de décision, etc. Donc effectivement, ça peut être parfois compliqué. Donc du coup, ça m'amène à en venir à ce don de magnétisme. Comment est-ce que tu l'as découvert ? Alors déjà, pour moi, je n'aime pas dire que c'est un don. C'est une faculté que tout le monde peut travailler. Il y a certaines personnes justement qui ont besoin de le déclencher, de le travailler pour que ça commence à se mettre en place.
Et d'autres personnes, alors pourquoi plus quelqu'un qu'un autre, je ne sais pas, je ne pourrais pas l'expliquer, mais alors moi ça s'est déclaré, je n'ai pas cherché à le provoquer. Et c'était lors de mes premiers cours de yoga. D'ailleurs, je fais des cours que tu suivais toi et non que tu donnais. Alors oui, pas que je donnais bien sûr, mais c'était justement dans la dernière entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Une employée proposait des cours de yoga pendant l'heure du déjeuner, et c'est grâce à elle, à qui je fais un coucou d'ailleurs, Chan, merci pour tes cours de yoga. C'est grâce à elle que j'ai commencé à sentir des énergies circuler dans mon corps. D'accord. Notamment après le cours de yoga. Et comment ça se matérialisait? Tu sentais des picotements Alors oui, c'était vraiment des frissons dans tout le corps, en fait. Et plus je donnais de l'importance à mon corps, plus je lui prêtais attention et plus je sentais les énergies qui pouvaient y circuler. Et ça a été, au début, je me suis posé des questions, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme un gros frissonnement finalement. Et donc ça a été vraiment une première découverte. Et quelques mois plus tard, voilà, j'étais avec des amis. J'ai une amie qui avait mal à l'épaule, et puis je lui ai fait un petit massage, voilà, juste simple. Et elle m'a dit, écoute, quelques minutes plus tard, elle m'a dit qu'elle n'avait plus du tout mal. Et voilà, ça a commencé. Et je me suis dit, si je sens des énergies dans mon corps, bah, il y a de fortes chances que je puisse justement en donner. Voilà comment ça a commencé. D'accord. Et là, toi, tu t'es pas arrêtée là, on va dire. Non. Une autre personne peut-être aurait pas prêté attention à ce genre de sensation, mais toi, ça t'a interpellée, et donc tu as continué dans ce chemin-là, dans cette voie-là, à aller chercher un petit peu plus loin, qu'est-ce qui étaient ces sensations, etc. Donc comment ça s'est passé la suite un petit peu de cet épisode-là, après tes cours de yoga? C'est vrai que j'ai décidé d'aller plus loin parce que c'est quand même un cadeau d'avoir de telles sensations, de sentir ces choses-là dans son corps. Je pense que ça serait vraiment dommage de ne pas les exploiter. Et donc le cheminement a fait que quelques mois plus tard, de toute façon, j'ai quitté donc la société dans laquelle j'exerçais. Pour pouvoir justement me consacrer pleinement à des formations, notamment un accompagnement que j'ai eu de la part d'une personne qui s'appelle David Blin et qui m'a accompagnée dans ma pratique intuitive du magnétisme. Voilà. Donc à cette occasion, on passe aussi le bonjour à David Blin qui... Ouais. Qui du coup a créé l'école des arbres. C'est voilà, très intéressant. Et d'accord, tout à l'heure tu nous as parlé d'un accident de voiture. Je ne sais pas du coup s'il y a un lien avec tout ce cheminement. Alors je ne sais pas. Alors mon accident a été en 2011. Mais il y a 5 ans, il s'est passé quelque chose de particulier dans ma vie, puisque donc je travaillais au sein de cette grande entreprise, j'avais un bon poste en tant qu'assistante de direction, et j'ai décidé d'arrêter de fumer. Voilà, parce que ça faisait très longtemps que je fumais, et c'est vraiment quelque chose qui me possédait. Et puis j'avais envie simplement de reprendre le contrôle de ma vie aussi, ne plus me dire que cette chose-là allait déterminer... toute la suite des événements. Donc je suis allée voir un psychologue qui était également hypnothérapeute, et voilà, nous avons fait 2 séances pour que je puisse arrêter de fumer. Bon, après il faut savoir que je fumais beaucoup depuis 11 ans, tous les jours, et j'ai eu des résultats vraiment spectaculaires. J'ai arrêté de fumer du jour au lendemain sans aucune sensation de manque. Et justement, ça a été tellement incroyable pour moi, et ça m'a vraiment ouvert une porte sur vraiment toutes les possibilités et tout ce que l'exploitation finalement de l'inconscient pouvait apporter. Donc cet épisode-là, c'était avant que je découvre le yoga, mais tout s'est fait d'une façon très souple finalement. Donc j'ai arrêté de fumer, j'ai découvert l'hypnose, ça a été incroyable.
Et puis savoir à quel point aussi on peut utiliser cet inconscient, à quel point on peut utiliser ces parties inexplorées de nous-mêmes pour avancer, pour faire les bons choix dans la vie et puis simplement pour prendre les bonnes décisions, prendre la bonne direction. Et j'ai découvert le yoga par la suite qui m'a amené aussi à faire du magnétisme. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu penses que, par exemple, si on souhaite arrêter de fumer, est-ce que tu penses qu'on doit avoir vraiment envie au fond de soi ou, parce qu'il y a des personnes qui ont envie d'arrêter de fumer, mais finalement, dans le fond, ils sont pas vraiment motivés et ils se disent que l'hypnose va être un petit peu la solution, entre guillemets, miracle, que ça va couper catégoriquement cette envie-là, malgré le fait qu'ils n'aient pas vraiment envie. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors moi, je pense qu'il est difficile de jauger la motivation que l'on a à arrêter de fumer. Des personnes qui peuvent se dire très motivées peuvent avoir une partie justement d'eux-mêmes qui ne l'est pas du tout, et inversement des personnes qui vont se dire « Oh mais moi je suis pas du tout motivée » et finalement quelque chose va se déclencher pendant la séance. Donc c'est très dur à l'avance de dire finalement si elle aura réellement une efficacité ou non. Ceci dit, effectivement, il y a plus de chances, quelqu'un qui est vraiment motivé pour arrêter de fumer, et je le répète aux personnes qui viennent me voir dans cette optique d'arrêter de fumer, l'hypnose n'est pas magique, c'est un accompagnement. Et on propose parfois des séances uniques d'arrêt du tabac. La seule condition, c'est qu'il faut être 100% motivé. D'accord. Ça me fait penser, je pense à ma maman une fois qui avait essayé une séance d'hypnose pour arrêter de manger du chocolat parce que c'était une vraie addiction. et en fait, ça n'a pas fonctionné. Donc je me suis dit, peut-être qu'elle était dans ce cas-là où il y avait au fond, je pense toujours à l'origine, pourquoi il y a eu cette addiction-là. Est-ce que dans l'hypnose, il y a vraiment une nécessité à comprendre l'origine ou est-ce que ça n'a pas d'importance ? Par rapport, par exemple, à une addiction, on se met à fumer parce que peut-être il y a un manque affectif ou il y a un vide à combler. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir d'où vient ce vide pour arrêter d'être addict à une substance ou à quelque chose ou pas ? Alors, j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas forcément nécessaire de connaître la raison. Par ailleurs, c'est quand même intéressant, que ce soit pour le patient et pour moi-même, de savoir d'où ça vient. Et c'est justement ce point qui est intéressant, parce que la personne a besoin de comprendre. Pour moi, il est dur d'avancer si on ne comprend pas. Alors parfois l'inconscient peut comprendre et ça suffit. Le conscient, la réponse n'a pas besoin de venir au conscient pour justement que l'addiction ne soit plus présente. Mais c'est important de comprendre un peu le cheminement et comment le cerveau peut fonctionner et mettre en place des addictions pour pallier justement un certain manque ou un désir inassouvi. Donc, pour répondre à ta question, oui et non. Oui et non. Ce n'est pas toujours important de savoir pourquoi, mais dans ma pratique, je trouve que c'est intéressant de savoir pourquoi. Alors, est-ce qu'il est important de le communiquer après ? C'est ça la question. Est-ce que la personne est prête à savoir d'où ça vient ? Est-ce qu'elle le comprendra plus tard ? Peut-être. Parce que dans une séance d'hypnose, il y a des compréhensions qui se font et parfois le conscient n'est pas prêt à avoir l'information. Donc, moi, si je vois que la personne, justement, engage une conversation après la séance et que des choses se sont passées, et des choses ont été comprises, on va aller dans ce sens. Mais si d'elle-même... Et puis le corps aussi s'exprime beaucoup. C'est-à-dire que si on va venir sur un point précis et que le corps exprime une incongruence, c'est-à-dire qu'elle va venir se gratter ou va venir manifester des signes un peu de panique, dans ce cas-là, on ne va pas y aller. Et c'est justement aussi le but de l'hypnose, c'est-à-dire parler à l'inconscient sans que le conscient puisse venir comprendre derrière ce qui se joue. C'est ça qui est intéressant, je pense, dans ton panel d'outils, c'est que tu as ces outils qui sont plutôt liés au mental et tu as des outils complémentaires qui vont être plutôt agir sur le corps. Et du coup, tu peux avoir les deux et être beaucoup plus efficace pour aller comprendre la personne.
Justement, ça m'amène cette question. Pourquoi les gens viennent te voir en général? Quels sont les types de problématiques que tu rencontres? Alors, les problématiques sont diverses et variées, hein, et j'ai l'impression, euh, certaines semaines, je vais avoir plus une problématique et une autre semaine, plus une autre problématique. C'est un peu par phase, donc c'est assez surprenant. Bon, je dirais quand même que 50 à 60% des personnes qui viennent me voir, il y a quand même un problème de confiance en soi sous-jacent. Ouais. Et c'est beaucoup la confiance en soi, finalement. Et comment est-ce que tu traites un manque de confiance en soi? Enfin, moi, je sais que personnellement, je manque de confiance en moi et je pense que la plupart des êtres humains ont toujours ce petit manque. Et je me dis, mais comment faire pour finalement récupérer une superbe confiance en soi, ne jamais douter de soi en fait, de toujours se valoriser, s'envoyer des bonnes énergies, etc. Comment est-ce que tu fais pour aider les gens qui manquent de confiance en eux? Alors je pense que ce n'est pas une bonne chose de ne pas douter de soi, déjà, parce que c'est aussi en doutant qu'on avance et qu'on a suffisamment de recul sur les choses. Et alors, on me dit souvent, on voit le manque de confiance en soi comme une difficulté dans la vie, mais moi j'aime tourner aussi le sens en quelque chose de positif, parce que quelqu'un qui n'a pas totalement confiance en lui, justement, a cette capacité de se remettre en question continuellement et de ne pas se placer au centre de tout. Oui, c'est sûr. Donc, ce n'est pas une chose négative que de douter de soi, mais il faut avoir suffisamment de confiance pour s'affirmer aussi. Donc c'est un mélange assez subtil des deux finalement. Et je dirais que, alors, on peut aller travailler sur des choses qui se sont passées durant l'enfance, sur, par exemple, un souvenir particulier que tu peux avoir qui t'a provoqué ce manque de confiance en toi. Ouais. On peut aller travailler aussi sur ce que tes parents t'ont transmis, la valorisation qu'ils t'ont apportée, sur parfois des épreuves aussi, quand on commence à travailler, quand on se retrouve confronté à des forts caractères. On peut aller justement, alors on ne va pas changer le passé, mais on peut changer les sentiments qui ont été associés à ces souvenirs. Et c'est justement parce que ces souvenirs qui ont provoqué du manque de confiance ont, par une réaction en chaîne, provoqué des changements dans le cerveau qui ont fait que, aujourd'hui, face à des situations similaires, on va réagir de la même façon. Il suffit d'aller réparer justement ces choses dans le passé pour qu'aujourd'hui, la reprogrammation se fasse face à des situations similaires. Alors, je ne sais pas si je m'exprime d'une façon très claire. Si, j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais je parle d'un souvenir particulier de l'enfance, mais on peut aussi très bien parler, on peut le faire dans une situation à venir. Par exemple, un entretien d'embauche ou quelqu'un qui va intervenir en public. Lui apporter justement de la confiance, faire des visualisations positives, venir ancrer aussi corporellement ce sentiment de confiance, c'est-à-dire ancrer la confiance sur une partie du corps que la personne va pouvoir venir stimuler juste avant d'en avoir besoin finalement. Et moi je pense qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons tous ces ressources-là et qu'il suffit juste parfois de venir les réanimer pour qu'elle puisse vraiment commencer à s'exprimer comme une petite flamme qui vient s'allumer et qui va grandir finalement en nous. D'accord, donc tu reçois un peu beaucoup de profils différents qui ont des problématiques diverses et tu as, grâce à ce panel d'outils, la capacité de pouvoir aider les gens face à toutes ces problématiques. Et du coup, tu agis aussi sur les enfants? Alors, oui, j'ai fait un peu de séances avec des enfants, mais généralement, c'était des problématiques qui venaient de leurs parents. Oui. Donc, il suffit... Ou parfois, simplement, le parent n'avait pas fait le lien entre ce que l'enfant exprimait et finalement la situation dans laquelle il était. Alors, avec l'enfant, il y a beaucoup plus de jeux. On va s'exprimer
avec une histoire, par exemple, ou en faisant un jeu, ou peut-être en faisant un dessin. Et l'hypnose, l'enfant a une tendance beaucoup plus naturelle à se mettre en état d'hypnose que nous, adultes, qui sommes beaucoup plus dans le contrôle. Donc c'est vrai que c'est plus facile pour un enfant, justement, d'aller toucher cet état qu'est l'hypnose, mais ce serait plus via, justement, un dessin, le jeu ou une histoire. Si tu m'amènes une autre question là que je n'ai pas notée, c'est cette fameuse question que se posent souvent les gens qui ont peur de consulter un hypnothérapeute. Est-ce qu'on va les manipuler? Est-ce on va leur faire des choses qu'ils n'ont pas choisi de faire? La différence un peu avec l'hypnose de spectacle qu'on voit à la télé, etc. Est-ce que tu peux nous dire quelques petits mots par rapport à ça? Oui, alors il est important de toujours expliquer justement aux personnes qui viennent voir des hypnothérapeutes que nous ne faisons pas de l'hypnose de spectacle, c'est de l'hypnose thérapeutique, dans mon cas de l'hypnose ericksonienne, et il n'est pas possible donc d'implanter une idée qui irait à l'encontre de leurs valeurs profondes ou de la personne qu'ils sont réellement. Et finalement, tout ce qu'on peut appeler de l'hypnose, c'est de l'auto-hypnose, parce que c'est la personne elle-même qui va s'accompagner dans cet état, et c'est son inconscient qui va faire le travail. En tant qu'hypnothérapeute, nous n'avons pas du tout le pouvoir de changer quoi que ce soit. Nous l'accompagnons juste sur le chemin finalement qu'il doit prendre pour mettre en place lui-même les changements qu'il veut voir apparaître dans sa vie. Alors, c'est sûr, après, c'est toujours une question d'éthique. On peut parfois rencontrer un vendeur qui soit mal attentionné, comme un hypnothérapeute qui aurait... je ne pense pas, en faisant ce métier, qu'il y ait des personnes mal attentionnées, mais des personnes qui font ça pour bien gagner leur vie, ou qui donnent peut-être moins d'intérêt à la personne. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas magique, et ce n'est pas de l'hypnose de spectacle. Et les spectacles d'hypnose que l'on peut voir, ce sont aussi des personnes qui ont été préparées au préalable, des personnes qui ont vraiment cette capacité de rentrer facilement en hypnose, des ancrages ont été faits au préalable, enfin il y a tout un travail de préparation avant ça. Et finalement, quels outils tu utilises le plus en consultation? L'hypnose. L'hypnose, j'adore la PNL, mais c'est vrai que beaucoup de personnes viennent me voir pour l'hypnose et beaucoup n'ont jamais essayé l'hypnose, donc c'est toujours intéressant. Mais c'est vrai que j'utilise essentiellement de l'hypnose, mais il faut savoir que dès que je suis en situation de séance, de soins, que ce soit par l'hypnose ou par la PNL, quelque chose se passe aussi entre nous au niveau énergétique. Et il y a certaines personnes qui sont prêtes à le sentir, à l'entendre, mais d'autres ne le sont pas forcément. Mais forcément, il se passe aussi quelque chose entre nous au niveau du magnétisme. Donc, voilà. Officiellement l'hypnose, officieusement aussi beaucoup du magnétisme. Oui. Et est-ce que, on a bientôt terminé cette interview, est-ce que pour finir... tu peux nous raconter peut-être une expérience que tu as vécue de guérison qui t'a peut-être plus marqué que les autres, où tu t'es dit là, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé, où la personne s'est libérée ou a guéri de quelque chose Oui, c'est vrai que... Alors, j'ai pas forcément de retour des personnes qui viennent me voir, mais plusieurs semaines plus tard, elles peuvent m'envoyer un message pour me dire c'était génial, j'ai repris la voiture tout de suite, quelqu'un qui n'arrivait plus à conduire. C'est vrai que j'ai 2 expériences qui m'ont marquée, et dont une qui était au début de ma pratique. Une dame était venue me voir pour que je lui fasse une séance de magnétisme, me disant qu'elle avait des acouphènes. Et comme je ressens dans mon propre corps les zones à travailler dans le corps de la personne qui est en face de moi, je lui avais simplement dit très bien, je vais voir ce que je peux faire pour vos acouphènes, mais peut-être que votre corps a une autre zone à travailler.
Et effectivement, je m'étais retrouvée au-dessus de son poumon gauche. Et cette personne avait été très surprise parce qu'elle ne m'avait pas du tout signalé justement qu'elle avait eu 2 opérations successives au poumon gauche parce qu'elle avait de l'eau à l'intérieur des poumons. Et donc son corps m'a appelé assez fortement à cet endroit-là et nous avons eu une séance de magnétisme très puissante. Et quelques semaines plus tard, elle m'a envoyé un message parce qu'elle ne savait pas encore si elle allait être opérée une 3e fois. Et elle m'a envoyé un message quelques semaines plus tard pour me remercier parce que je l'avais accompagnée sur le chemin de sa guérison et que finalement, elle n'allait plus se faire opérer. Et voilà, c'était mes premières séances. Et c'était très émouvant. Et voilà, ça m'émeut toujours quand j'ai des résultats comme ça parce que parfois, on n'explique pas forcément d'où ça vient, mais en tout cas, ça fait quelque chose de tangible. Surtout que c'était le début de ta pratique. pratique. Oui, c'était le début et je pense que voilà, c'est cette expérience-là que j'aurais envie de Ça donne confiance compter. Déjà. Pour commencer une expérience comme ça doit donner confiance et se dire, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, oui. Il y a vraiment quelque chose, ouais. D'accord, écoute, j'ai fait le tour de mes questions. Si quelqu'un souhaite te consulter, donc c'est sur Annecy. Oui. Donc je mettrai le lien en barre d'infos de ton site internet, de tes coordonnées. Et est-ce que tu réalises des soins à distance en magnétisme ? Alors je ne le propose pas forcément sur mon site, mais oui, c'est possible. C'est possible aussi, bien sûr. Et j'en ai fait notamment beaucoup pendant le premier confinement. Ouais, je te pose la question parce qu'il y a pas mal de personnes, de thérapeutes qui proposent cette option pour les personnes qui sont loin. Est-ce que tu as besoin, quand quelqu'un que tu n'as jamais vu te demande un soin de ce type, d'avoir une photo de la personne ou... Alors non, j'ai juste besoin d'avoir son prénom. Et je me dis toujours comment ça marche. Alors, moi-même, je ne saurais pas forcément le dire, mais... À quoi est-ce que tu te connectes ? Parce que une personne t'appelle, te dit « j'aimerais bien avoir un soin » et tu ne sais rien sur elle. Comment est-ce que tu fais ? Pour moi, on fait partie d'un tout. Pour moi, tout est lié et nous sommes tous liés. Je retisse juste ce lien entre la personne et moi. Et où qu'elle soit, il suffit simplement justement de savoir son prénom et de savoir elle-même que je vais me connecter à elle pour que finalement je puisse avoir des ressentis corporels sur les endroits à aller travailler dans son corps. Donc, je pense que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens scientifiques vraiment pour expliquer cela, mais c'est une science aussi, c'est une pratique aussi vieille que le monde. Donc, pour moi, il y a une explication vraiment scientifique à ça, sauf que nous n'avons pas encore les moyens de l'expliquer. Très bien, Solène. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, je voulais te remercier, Marjorie, de rien. De cette interview. Ça m'a fait très plaisir de t'accueillir sur ma chaîne. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos vers le site de Solène, si vous souhaitez la consulter, ainsi que ses coordonnées. Et du coup, le lien vers la séance d'hypnose pour favoriser l'endormissement que nous allons enregistrer. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker cette vidéo si elle vous a plu. À très bientôt sur Marjo Coton. Bisous. Elle est moitié con. Du coup, il y a le reflet de... Aujourd'hui, j'accueille Solène Hector. Bonjour Marjorie. Bonjour. T'as peut-être raison pour la fenêtre, mais sinon... Là, couchez là. Sinon, je décale un peu comme ça. Tu veux là, aussi, là. Non. Alors, Iker, ton avis sur la question ?